Chimie, page 145, le numéro 4. Alors, c'est un numéro qui fait référence à un laboratoire que vous avez fait, le laboratoire 9, portant sur la capacité thermique massique des métaux. Donc, au laboratoire 9, nous avions à calculer la capacité thermique massique. Ici, par contre, il y a une petite nuance dans la question, c'est qu'on veut trouver la température initiale du plomb. Donc, première étape, en faisant une lecture rapide de la question, ben, une première lecture, on va déterminer le corps qui est le plus chaud et le corps qui est le plus froid. Et le corps qui est le plus chaud, on va lui attribuer la variable Q1, que nous allons mettre négative, puisque le corps le plus chaud, c'est lui qui libère de l'énergie. Donc, une libération d'énergie fait référence à une valeur négative. Alors, on dépose un morceau de 9,4 grammes de plomb. On dépose ça dans un calorimètre. Les calorimètres possèdent de l'eau. Rappelez-vous, dans votre labo, dans votre laboratoire 9, vous aviez un calorimètre, en fait, votre petit verre de styromousse. Nous avions mis à l'intérieur de l'eau à la température de la pièce. Alors, le calorimètre contient de l'eau à cette température. Et on peut se faire un petit dessin, mais on n'est pas des sans-dessin lorsqu'on répond à ce type de questions-là. C'est toujours mieux d'illustrer la situation. Donc, notre calorimètre possède de l'eau et nous mettons le morceau de plomb à l'intérieur. Cette eau-là, comment va-t-elle réagir? Alors, dans la lecture, on voit que la température donc de l'eau, on la mentionne ici, à la toute fin. Une fois l'échange de chaleur terminé, alors cette température est devenue 19,1 degrés Celsius. Donc, la température initiale de l'eau étant de 18,9, elle est rendue maintenant à une température finale, et on sait qu'elle est commune, la température finale, mais on va poser notre problème dans quelques minutes. Alors, la température finale étant de 19,1, alors voici la situation. Ça veut dire que, étant donné que la température de l'eau, ici on a l'eau, étant donné que la température de l'eau a augmenté, ça veut dire que le bloc de plomb a libéré de l'énergie dans l'eau. Alors, c'est lui le corps le plus chaud. Même si on ne connaît pas sa température initiale, c'est l'inconnu. Alors, sa température, à lui, elle est plus élevée que la température de l'eau lorsqu'on l'introduit dans notre calorimètre qui contient de l'eau à une température de 18,9. Alors, dans un premier temps, c'est ça qu'il faut regarder dans la lecture du problème. Maintenant qu'on vous donne la masse volumique de l'eau, c'est tout simplement pour trouver, en fait, la masse de notre eau. Donc, on nous a donné le volume. Alors, le volume étant de 1 litre, c'est-à-dire 1000 millilitres. Et on sait que 1 millilitre d'eau, ben, ça a une masse de 1 gramme. Donc, c'est pour cette raison que vous avez cette information. Alors, procédons maintenant à la pose du problème. Alors, je vous suggère la chose suivante. Idéalement, moi, je fais une séparation comme ça. Je vais trouver le corps qui est chaud et je vais trouver le corps qui est froid. Le corps qui est chaud est toujours celui auquel j'attribue le numéro 1. Ça va éviter de trimballer avec les variables des indices en mots, comme par exemple le C du plomb. Donc, on va dire plutôt le C1 ou le C2. Et le froid, je vais lui attribuer l'indice 2. Alors, nous allons retrouver, lorsqu'on aura posé le problème pour le corps chaud, moins Q1 est égal à Q2. Donc, on va l'écrire lorsqu'on aura posé tout notre problème. Alors, nous avons déterminé en fait que c'était le plomb qui était notre corps chaud, puisque en le plaçant dans l'eau, il a fait augmenter la température de l'eau. Alors, tout ce qui va être lié avec le plomb va être indicé du 1. Et le froid, c'est l'eau, puisque l'eau avait une température initiale de 18,9 degrés Celsius et une température finale de 19,1 degrés Celsius. Donc, l'eau a absorbé l'énergie qui venait d'où? Ben, elle venait du plomb qui était chaud. Rappelez-vous, ça ressemble beaucoup, beaucoup au labo 9. On avait fait chauffer nos métaux dans de l'eau bouillante.
Et donc, c'est sûr que c'est la capacité thermique qu'on cherchait, mais en fait, c'est une belle analogie, c'est que dans la formule, justement, on va aller isoler plutôt la température initiale du plomb parce qu'on ne la connaît pas. Alors, tout ce qui est en lien avec le plomb, tout ce qui est en lien avec l'eau, je vais poser mon problème, ensuite je vais partir mon équation. Alors, ce que nous avons avec l'eau, le plomb, pardon, c'est sa masse. Nous allons donc indicer de 1. Ça nous évite d'écrire le M de plomb ou le M de Pb. Alors, nous avons une masse de 9,4 grammes. Nous avons à trouver pour le plomb la température initiale, donc indicée de 1. Et voilà. Nous avons une température finale. Rappelez-vous, elle est toujours commune. Je l'indice même pas parce que finalement, vous allez la retrouver aussi pour la température finale de l'eau. Oh, vous pouvez l'indicer, mais c'est la même valeur. Donc, on peut l'indicer. Elle est commune. Donc, elle se retrouve, cette température, à 19,1 degrés Celsius. Maintenant, il y a une autre information que nous allons aller chercher dans nos annexes. Faites attention, je pense qu'il y avait encore une erreur dans le manuel, beaucoup d'erreurs. Le palmarès des erreurs, c'est le manuel de chimie qui l'a. Alors, vous avez la capacité thermique massique du plomb. Alors, si vous allez dans l'annexe, elle est de 0,129 joules grammes degrés Celsius sur des joules joules sur des grammes multipliés par des degrés Celsius. Et faites attention, je pense que c'est dans les pages manuelles qu'il y a une erreur et dans l'annexe, c'est bon. Ensuite, pour l'eau, même chose. Indirectement, on vous donne la masse, puisqu'on vous donne la quantité. On vous dit que vous utilisez 1 litre d'eau. Donc, 1 litre d'eau, c'est 1000 millilitres. Puis 1000 millilitres, à cause de la masse volumique qui est de 1 gramme par millilitre, alors 1000 millilitres, c'est 1000 grammes. Alors, vous pouvez vous donner cette correspondance-là en quelque part. Donc, 1 litre d'eau, toujours, c'est 1000 millilitres. Et 1000 millilitres, ça correspond à une masse de 1000 grammes. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre information dans l'énoncé de la question si nous retournons voir? Le calorimètre possédait l'eau qui avait une température initiale, c'est sous-entendu que c'est initial, de 18,9 degrés Celsius. Donc, la TI2, ça, elle est vraiment différente. Elle est de 18,9 degrés Celsius. La température finale est commune. C'est pour ça que, bon, on peut l'indicer, on peut mettre un TF ici 1, je reviens ici un TF2, mais c'est commun, rappelez-vous le laboratoire, 9. Ensuite, nous avons, donc c'est tout. On a posé notre problème. Vous pouvez calculer vos delta T individuellement, c'est comme vous voulez, on peut le faire là, ou bien vous pouvez attendre de poser votre formule. Alors là, tout est bien posé. Nous avons, ah oui, la capacité thermique massique de l'eau, bien entendu. C'est des constantes qu'on donne dans les examens. Allez pas les apprendre par cœur. Alors, 4,184 des joules qui sont divisés par des grammes, qui eux sont multipliés par des Celsius, des degrés Celsius. Alors, par la suite, ça devient de l'algèbre. Alors, moins, donc ce qui libère, on lui met la valeur négative, moins Q1 est égal à Q2. En fait, j'aurais pu aussi, je pourrais, avec toute l'information concernant l'eau, calculer tout de suite le Q associé à l'eau, la quantité d'énergie associée à l'eau. En fait, comme les substances sont dans un calorimètre, il n'y a pas de perte d'énergie. C'est un système isolé. On n'a pas de perte de matière ni de perte d'énergie. Ça veut dire que la quantité d'énergie que l'eau va absorber, donc le Q2, va correspondre à cette quantité-là d'énergie que l'eau va absorber. Et cette quantité d'énergie-là, elle correspond à la quantité d'énergie libérée par le plomb parce qu'il est très chaud. Donc, c'est égal. La seule chose qui fait la différence sur le fait que quel corps a absorbé, quel corps a libéré de l'énergie, c'est le moins qu'on place ici. Donc, en valeur absolue, la quantité libérée et la quantité absorbée est la même. Nous sommes dans un thermos, un calorimètre, un système isolé. Alors ici, nous allons poser notre problème. Faites attention, le moins est souvent un problème. Il y en a qui se compliquent la vie. Vous pouvez l'attribuer
tout de suite à M1. N'allez pas faire des distributivités là-dedans pour toutes les variables, parce qu'il n'y a pas de plus puis de moins entre les variables. Donc, vous avez moins M1 fois, vous avez C1 fois, vous avez le delta T1. Hein, c'est dans cette variable-là que va se retrouver la température initiale du plomb. De l'autre côté, nous avons le M2, on ne lui met pas de moins, fois le C2, multiplié par l'écart de température associé à l'eau. Donc, par la suite, on substitue. Je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir mon problème. Alors, la masse du plomb étant de 9,4 grammes, je vais lui faire suivre le moins à cette valeur-là, multiplié par la capacité thermique massique du plomb, qui est de 0,129. Donc, ce sont des joules qui sont divisés par des grammes multipliés par des degrés Celsius. L'écart de température. Alors, température finale, nous l'avions qui était commune pour l'eau et pour le métal, qui est de 19,1. La température initiale associée à notre plomb, on ne la connaît pas, c'est l'inconnu. Donc, c'est quand même une grosse manipulation algébrique. Alors, les problèmes, on va toujours vous donner sur les 6 variables qu'on retrouve dans cette équation-là, on va toujours vous donner au moins 5 valeurs connues. Il va nous manquer une valeur pour laquelle nous n'avons pas la mesure, donc la valeur. Et donc, on aura à faire des manipulations algébriques pour la trouver. La masse de l'eau, alors on nous l'avait donné indirectement, 1 litre qui est 1000 millilitres, 1000 millilitres qui est 1000 grammes. La capacité thermique massique, c'est des valeurs qu'on vous donne dans les examens, dans les exercices. Et vous avez la température finale qu'on nous avait donnée de 19,1. On voit bien qu'elle est commune pour le plomb et commune pour l'eau. Moins la température initiale qui était donnée, qui était de 18,9 degrés Celsius. Alors, vous pouvez effectuer tranquillement déjà des petites opérations, là, si vous avez peur de vous enfarger dans les calculs. Alors ici, on peut multiplier la capacité thermique massique avec la masse, ce qui va nous donner un moins 1,2126. Parenthèse, je vais y aller doucement. Je n'ai rien fait à ma parenthèse. Et voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous pouvez calculer votre 1000 qui est multiplié avec votre 4,184. Donc, vous allez retrouver votre 4184. Bon, ici, la parenthèse, on peut effectuer tout de suite le calcul, ou bien, oui, c'est ça, c'est la chose la plus simple à faire. Alors, lorsque vous effectuez votre calcul, vous avez une valeur, même je peux enlever ma parenthèse à ce moment-là, qui va être égale à 0,2. Donc, je vais aller chercher mon crayon. Donc, fois 0,2. Donc là, je suis allée vraiment tranquillement. Je n'ai pas trimballé mes unités pour ne pas alourdir mon problème. Alors, je continue. Maintenant, ce que je peux faire, ça, je peux multiplier ça ensemble sans problème. Donc, on va simplifier tranquillement. Bon, on va réduire tranquillement l'expression mathématique. Ça, je vais le laisser tel quel, intact. On va y aller doucement. Et voilà. Donc, ici, vous multipliez par votre valeur qui était de 4184, vous obtenez 836,8. Et voilà. Donc, vous voyez que le problème ne ressemble plus vraiment à un problème de chimie, mais bien un problème d'algèbre. Alors, vous avez par la suite à faire la distributivité de ce qui est à l'extérieur de la parenthèse avec ce que vous avez à l'intérieur de la parenthèse. Vous avez un moins ici, là, qui sépare le tout. Alors, vous allez faire 1,2126 multiplié par, oups, j'oubliais, c'est vrai, je suis en train de faire une petite erreur, j'oubliais de trimballer mon moins. Alors, moins 1,2126 fois le 19,1, ça va nous donner un moins 23, là, je garde le plus de chiffres significatifs là, parce que c'est juste à la fin que je vais réfléchir là-dessus. Alors ensuite, le moins 1,2126 multiplié par le moins TI1,
ça va donner une valeur positive, moins fois moins, qui va être de 1,2126 TI. C'est ce que nous cherchons, le TI1. Alors, le tout est égal à 836,8. Par la suite, on va isoler le terme qui contient notre variable. Alors, on va le laisser de ce côté-ci, 1,2126 TI 1. De l'autre côté, nous allons envoyer le moins 23, il va devenir plus 23. Donc, plus le 23,160,66. Et par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, vous pouvez additionner ces deux valeurs. Donc, ça va nous donner le 859,96066. De l'autre côté, il nous reste notre 1,2126 TI 1. Alors, nous allons, pour isoler la variable, diviser par 1,2126, notre valeur que nous avons ici. Et ça va nous donner, bien entendu, c'est une température, hein, donc automatiquement, si on avait trimballé les unités, là, ça nous donnerait des degrés Celsius. Donc, ça va nous donner, ici j'ai oublié de diviser, là. Donc, ça va nous donner une valeur qui va correspondre à 709. Donc, on l'a chauffé en titi, là, notre plomb. Alors, 709, si on arrondit, si on laisse deux chiffres après la virgule, donc 709,19 degrés Celsius. Et voilà. Donc, c'est la température initiale. Lorsque nous avons placé le bloc, alors je refais un survol rapide, donc le bloc ici de plomb dans l'eau. Donc, nous avions notre plomb, nous avions notre 1000 grammes d'eau. Alors, lui, cette substance-là avait une température initiale qui était de 18,9 degrés Celsius. Elle a augmenté cette température-là à 19,1 parce que le plomb a libéré de l'énergie puisque la température de l'eau a augmenté. Donc, c'est lui qui est le donneur d'énergie. Alors, c'est pour ça qu'on lui a attribué 1 et une valeur négative. Et voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Sinon, vous pouvez poser des questions sur le Facebook Patiosciences. Bonne soirée.